Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo où je vais tenter de vous parler de quelque chose, d'un trouble, d'une... c'est pas une pathologie, c'est un trouble qui fait que, en fait, il y a un groupe qu'on appelle les troubles dissociatifs. C'est pas un trouble du comportement, c'est pas comme par exemple les troubles alimentaires, c'est pas non plus un trouble de la personnalité, même si ça pourrait s'en rapprocher. Les troubles dissociatifs, celui dont je vais parler aujourd'hui, c'est le trouble de la personnalité multiple. C'est actuellement, alors ça c'est l'ancienne dénomination, on l'appelle aujourd'hui le trouble dissociatif de l'identité ou TDI. Vous voyez, ce qui veut dire la même chose. Mais je trouvais que ça parlait plus trouble de la personnalité multiple parce que effectivement il s'agit de ça. Donc il s'agit d'un sujet, quand je dis un sujet, c'est-à-dire une personne, qui ne peut pas avoir qu'un seul moi. C'est-à-dire que son moi, donc le moi c'est le jeu, ma personnalité, mon identité, qui je suis, ce qui fait de moi qui je suis, mon histoire, ma personnalité, tout ça n'est pas seul à exister. Donc en fait, nous avons d'autres personnalités, d'autres personnages, on pourrait dire, qui ont une vraie existence pour la personne, qui coexistent, qui cohabitent dans la même personne. Donc ce n'est pas de la schizophrénie, hein. Ce ne sont pas des voix, ce sont vraiment des personnalités qui viennent communiquer avec la personne qui dirige le système à ce moment-là. Alors, toutes ces personnalités forment un système, ce qu'on appelle des alters. Les différentes personnalités sont des alters. Le système est dominé à tour de rôle par un des alters. Il se trouve qu'en général, la personne qui a le contrôle le plus souvent sur le système, c'est l'alter dans lequel on est né, le moi dans lequel on est né. Par exemple, moi, Rebecca, mais je peux avoir un alter qui est Julie, qui est très douce, très fleur bleue, très... voilà, des choses que je ne suis pas. On peut avoir Eric, un garçon. Ah oui, parce que ça peut être aussi des garçons, peut être un bébé, un nourrisson. Voilà. Et donc, quand une des personnalités, un des alters, vient prendre le pas, c'est-à-dire qu'il se met au devant de la scène, c'est la personnalité qui se reflète. La personne en face, elle entend Rebecca, par exemple, changer de voix. Changer de voix, changer de personnalité dans les réactions, parce qu'on peut avoir des alters méchants, il peut y avoir des alters agressifs, des alters qui jugent, des alters très doux, des alters très compatissants, des alters toujours dans l'aide, et on a différentes personnalités qui s'expriment dans les alters. En général, on commence à parler de ce trouble, j'allais dire pathologie, non, de ce trouble à partir de deux personnalités.
Donc on peut en avoir 30. Voilà. C'est un trouble très rare, évidemment. On en rencontre rarement dans les cabinets de psychanalyse, de psychologues ou de psychiatres. Hein. C'est assez rare, mais ça existe. Il est intéressant de savoir à quoi ce trouble fait référence. Alors, la source de ce trouble souvent remonte à l'enfance. Il y a une fragilité qui a été une faille, en fait. C'est plus qu'une fragilité, c'est une faille au niveau narcissique qui est venue comme faire une cassure dans le moi, donc dans notre identité, et qui a préparé le terrain de plusieurs identités, des identités qui vont, donc des alters, qui vont soit nous défendre pour nous protéger, soit être mesquin, soit être doux, soit ça dépend de la situation extérieure. Au moment où on a besoin d'un certain alter, il apparaît. Il faut savoir que il y a des alters qu'on appelle positifs, c'est-à-dire c'est pas forcément qu'ils sont gentils, mais c'est que l'alter dominant communique régulièrement avec eux, donc elle peut en avoir 3, 4, 5 qui tournent autour, avec qui elle communique et qui ne viennent pas de force prendre sa place. Par contre, les alters négatifs viennent de force, et en général, ils sont moins nombreux. Quand ils sont plus nombreux et que du coup la personnalité de référence est rarement là, le trouble est envahissant, et dans ce cas-là, on va passer au traitement. Hein, vraiment, ça devient vraiment dérangeant. La source donc est dans l'enfant. Donc dans l'enfance, il y a une brisure au niveau du moi. Ce moi n'est plus complet, donc il se disperse. Donc des parties du moi vont créer d'autres personnalités, mais pas forcément s'exprimer. Hein? Vous savez, c'est comme les gènes. Dans le génome humain, nous avons des gènes récessifs et des gènes dominants. Donc, maintenant, quand cela ressurgit dans votre vie, donc il y a eu un trauma, une brisure, on en a parlé, ça ressurgit fréquemment à l'adolescence. Mais ça peut ressurgir à la quarantaine aussi. Vous traversez une période très difficile qui vous bouscule complètement, qui vous fait chanceler, et là, ce terrain qui était propice dans l'enfance apparaît, surgit, mais il faut bien que vous ayez conscience que c'est un trouble qui est très rare. Ça va pas vous arriver demain à vous qui m'écoutez parce que vous traversez une période vraiment traumatisante. Non. Ou parce que votre enfant traverse une trouble traumatisante. Non. Il suffit d'en parler, voilà. C'est quelque chose qui s'est créé dans l'enfance et qu'on a, en général, on a des signes précurseurs, des alarmes, des lampes rouges qui s'allument. On sent quand il y a d'autres personnalités, quand on ne reconnaît pas trop, on sent quand les personnalités se créent et apparaissent petit à petit avant qu'elles soient complètement construites, on a des indices. Donc, bon, je ne vais pas vous dire d'aller voir des psys et d'emmener vos enfants voir des psys, encore que, à qui ça ferait du mal. Mais
ce que je voulais vous dire, c'est que c'est un trouble très intéressant parce que c'est un trouble qui concerne le moi, donc le narcissisme, un narcissisme qui a été défaillant à un moment donné et qui, par mécanisme de défense, a créé ces personnalités. À savoir, je repars du tout début de la vidéo, à savoir que le trouble dissociatif, que ce soit celui-là de la personnalité, de l'identité, ou que ce soit juste un épisode dissociatif, je vous ai fait une vidéo qui parle du trauma et de la dissociation, du viol de l'enfant et de la dissociation. Hein? Je fais ça pour me rappeler quand je ferai le montage. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que quand vous vivez un épisode enfant qui est trop insupportable pour votre psychisme, donc pour votre moi, il est insupportable à vivre, il y a ce qu'on appelle une fuite dissociative. Ça veut dire qu'on a l'impression de sortir de soi-même, c'est-à-dire une espèce de déréalisation, et de ne pas assister à la scène. Ce qui fera que le trauma sera bien conservé et bien l'enfant est bien traumatisé. Mais cette dissociation n'est pas la seule solution qu'a le psychisme. Il peut choisir la sublimation, c'est-à-dire dépasser le traumatisme. Il peut choisir... alors, la dissociation, c'est une autre façon de dire que le refoulement de cette scène est vraiment intense. Il est enseveli. Hein. Il peut choisir également l'introjection, c'est-à-dire qu'on s'identifie à la personne qui nous fait du mal et on fera la même chose plus tard, on deviendra soi-même un bourreau. Mais là, dans le trouble dissociatif de l'identité, c'est quelqu'un, un sujet qui, enfant, a choisi, son psychisme a choisi une dissociation, donc une fuite dissociative face à un événement qui était trop douloureux, insupportable, intolérable, et qui plus tard va petit à petit créer des personnalités qui seront des personnalités multiples. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a intéressé. Je vous souhaite un bon dimanche. Je vous dis à dimanche prochain pour une vidéo psychanalyse, à jeudi pour une vidéo make-up. Vous savez que j'adore ça. Et je vous embrasse. Portez-vous bien.